Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo pour le site. On est en présence d'un nouvel enseignant qui n'est pas tout nouveau sur le site parce que quand même il est présent assez souvent sur les lives et il fait partie du groupe des pionniers. Et on va parler avec lui aujourd'hui prépa mentale, on en a parlé pas mal le mois dernier et on va continuer encore ce mois-ci. Il a des choses à nous partager et également des exercices. Donc bienvenue donc Clément pour cette première Merci. interview. Donc est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde rapidement et après on ira dans le vif du sujet. Ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Clément Moncel, donc je suis ancien tennis, entraîneur, et puis avec une double casquette et un cursus, on va dire, universitaire et fédéral, qui fait que du coup, en club, je mets en place la prépa mentale en plus de mes séances ou même intégrée à mes séances club. Et donc là, ce qu'on va partager avec Anthony aujourd'hui, c'est un- une synthèse de ce que j'ai pu mettre en place auprès de la formation DE en Auvergne-Rhône-Alpes, en tenant compte des retours des stagiaires pour faire en sorte que ce soit un peu plus interactif et encore plus pratique que ce que j'ai pu proposer la première fois. D'accord. Et toi, sachant que cette formation-là que tu vas nous montrer là, euh, ou en tout cas cette intervention que tu as fait là, avec eux, ça avait duré quand même la matinée ou la journée. Ouais, ben en fait, j'étais intervenu 2 journées entières Ouais. où il y avait du coup une demi-journée le matin, un peu théorique, échange, représentation avec eux. Et puis l'après-midi, c'était de la pratique. Et la deuxième journée, c'était beaucoup plus de questions-réponses et d'échanges sur la place de l'entraîneur au sein de sa structure. Et en fait, chacun devait, pour le lendemain, enfin, il y a une antenne, c'était le lendemain, et une autre antenne, c'était Hmm. un mois après l'autre, mais préparer une question sur laquelle il se retrouvait un peu en difficulté au sein de sa structure D'accord. et où on dépassait un peu le cadre de la prépa mentale où des fois c'était bah voilà comment dire à mon dirigeant que ceci cela où on était plus Hmm. sur les aspects un peu écoute et bienveillance mais Ouais. donc Ok. c'était long ouais donc là l'idée voilà c'est de faire une synthèse pratique et que tout le monde accroche aux vidéos, prenne des billes et par contre il faudra les tester sur le terrain puisque c'est que le test pratique qui fera que ça va matcher ou pas quoi. Ouais. Et toi, on attendra les retours et les commentaires de chacun, puisque maintenant Ouais. on a quand même plus la possibilité de revenir sur le terrain et de pouvoir enseigner à notre guise. Peut-être pas aussi facilement qu'avant, mais en tout cas, on peut enseigner. Donc, on peut Mm. mettre en place des choses et tester des choses, donc c'est bien. Donc, Mm. je t'invite à partager le document pour que tout le monde puisse le voir. Donc c'est bon. Yes. Ouais. Moi, Du coup, juste pour commencer, en fait, je voulais juste enlever une petite idée reçue qu'il y a parfois dans le sens où on fait appel à un préparateur mental ou à quelqu'un dans l'accompagnement mental d'un joueur juste parce que il y a un problème ponctuel. ouais. Donc ça, déjà, il faut se dire que l'accompagnement mental, ouais, il est fait de manière légitime et tout le monde a le droit d'avoir un suivi et que de toute façon, c'est comme la préparation physique en club. Par exemple, ça choque personne qui ait de la prépa physique en club, mais bah, mon objectif, c'est de faire en sorte que ce soit pareil pour la prépa mentale. Et la deuxième idée reçue, c'est vraiment cet aspect décontextualisé. C'est-à-dire que moi, ma vision des choses, et là, je vous fais aussi quelque chose sur lequel j'ai pu bosser avec 2 joueurs pendant 2 ans, tout était tout le temps contextualisé à partir du moment où il y avait quelques billes théoriques qui étaient, euh, qui étaient Hmm. apprises. Quoi. Du coup, voilà, ça fait vraiment partie de la prépa du sportif, tous les niveaux, de 7 ans jusqu'à plus. Pourquoi je dis 7-8 ans? Parce qu'il faut aussi être capable un peu, pas d'avoir du recul, mais de savoir ce qu'on fait, pourquoi on est là, etc. Hmm. Que ce soit une démarche personnelle. Et puis, c'est déjà utilisé spontanément dans le sens où si je dis à un joueur, viens ici ou n'importe-moi ceci, ou alors qu'est-ce que tu penses de, etc. Rien qu'en fonction du discours, je mets déjà en place la prépa mentale de manière contextualisée sans me rendre compte. Quoi. Mhm. Du coup, là, on va voir avec Anthony comment vous pouvez prendre en charge un athlète en prépa mentale. Et en fait, on va parler de l'environnement, etc., du club, de la structure, du joueur, et après une partie programmation, mise en place de séances et comment je peux ajuster. Mhm. Sachant que pour pas que ce soit vraiment théorique, durant chaque partie, en fait, je vais déjà vous mettre des billes pratiques. Voilà. On résumera ensuite en fin sur une dernière partie, une Voilà, dernière dans une vidéo. dernière vidéo pour que ce soit une vidéo, par exemple, 7-8 minutes où on pourra s'y référer sur Ouais. les réseaux concernés. Hmm. Bon, une petite citation où, Hmm. voilà, ben, on sait tous qu'il y a une importance du mental au tennis, mais c'est encore plus crédible, encore plus poignant quand c'est
sportifs de haut niveau, par exemple, qui le manifestent. Et quand on peut entendre, par exemple, que voilà, c'est 2 ou 3 points qui peuvent déceler du vainqueur, ça montre que c'est quand même assez important de s'y préparer. Ce qui rend ce sport un peu, pas extraordinaire, mais c'est que c'est un sport individuel. Donc, c'est vous et vous-même contre votre adversaire. Ce qui est différent, par exemple, d'un sport collectif, c'est que le temps de jeu effectif, on ne le maîtrise pas. Donc, il faut aussi être capable d'anticiper, de préparer ça. Que pour le sport de haut niveau, mais même pour le sport amateur, la saison, elle est longue. Et puis que le comptage, c'est que sur un système de points. Donc, ça veut dire que tu peux très bien, pendant les 80 premiers pourcents d'une partie, être devant, etc. au niveau du score. Et puis derrière, ça va basculer. Alors que si tu vas sur un match de rugby, par exemple, qu'à la 70e minute, il y a 33-8, bon, il y a plus grande possibilité que ça bascule, quoi. Donc tout ça, c'est des choses en fait que je pense nous tous, on devrait avoir en tête nous tous et nous toutes, quand on pense par rapport à la spécificité du tennis. Alors, ça, il y a des fondements théoriques sur les facteurs mentaux de base et les facteurs mentaux spécifiques. Nous, on va s'intéresser aux facteurs mentaux spécifiques, d'accord, qui sont situés sur la droite. Et j'aime bien, enfin, c'est pas mon idée, hein, ça a été théorisé ainsi, mais l'idée des 4C, c'est un mnémotechnique facile à retenir sur confiance en soi, combativité, concentration et contrôle de soi. Contrôle de soi, on pourra l'assimiler à calme. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va partir de la définition théorique retenue sur la confiance en soi, et puis directement, moi, je vais vous proposer, bah voilà, quand j'avais eu le sentiment qu'il fallait bosser cette habileté-là en club, bah, 2-3 situations pratiques qui ont plutôt bien fonctionné. Ouais, très bien. Pardon. Hop. Du coup, confiance en soi, c'est tout simplement la capacité à croire en soi et en fait en ses capacités. Et si on part sur ses capacités, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur ses points forts. Donc déjà, la première chose, c'est que chaque joueur ou chaque joueuse qu'on entraîne soit capable à n'importe quel moment de la journée, du jour ou de la nuit, etc. Si vous lui dites, toi, en tant que joueur ou joueuse de tennis, tu as le sentiment que ton point fort, ton schéma tactique favori, c'est lequel? Bah déjà, il faut que cette personne-là soit capable de répondre. Donc, première situation, déjà, bah ça, par l'échange, trouver du coup, ce schéma tactique préférentiel et savoir y répondre. Deuxième chose, le travailler. Travailler le schéma tactique préférentiel, un peu comme ce qui se fait en Argentine, par exemple, où j'avais une collègue d'origine argentine qui disait qu'il y avait beaucoup de références à ça et dans le fait où eux, ils avaient tendance à bosser beaucoup plus le point fort que renforcer le coup faible, à la limite. Et c'est pour ça que des fois, tu vois beaucoup d'Argentins, peut-être quoi, avec des décages coup droit énormes, et à la limite, vraiment à fond sur ce schéma-là. Confiance en soi, c'est aussi faire croire, entre guillemets, à son cerveau avec effet placebo un peu que tout est OK, par le langage corporel, par s'encourager, par serrer le poing. Et c'est aussi, en fait, croire en soi, c'est aussi se sentir prêt. Et se sentir prêt comment? Ça dépend de chacun. C'est-à-dire que il y a des joueurs qui estiment que et il y a un peu placebo là-dedans, il ne faut pas oublier, mais OK, moi, avant un match, l'alimentation, ça doit être ça. Et donc, tout faire pour que s'il veut faire telle pâte avec tel fromage, etc., parce que ça le met dans une bonne atmosphère, bah, d'ailleurs, que lui soit capable d'anticiper en amont pour se retrouver un peu dans cette routine d'alimentation, de pré-performance. C'est la même histoire c'est la même histoire que les rituels. Oui, exactement. Ouais. En fait, l'idée, c'est de créer un climat de confiance. Ouais. Et pour créer un climat de confiance, il faut qu'il y ait le moins d'incertitude possible. Et du coup, tu te rattaches à des petites choses. Un exemple perso, voilà, championnat individuel du Lyonnais, machin bidule. Les 2 premiers tours, boum, j'ai gagné avec ce t-shirt. Bah, le 3e tour, tu fais en sorte pour qu'il soit propre et tu le remets, quoi. Ouais. Donc, en fait, on se raccroche rapidement à des petites choses comme ça. Réel ou pas, mais à partir du moment où le cerveau en est convaincu, Ouais, c'est c'est toujours bon. plus efficace. C'est clair. Voilà. Moi, je suis pas convaincu que les bouteilles de Nadal, si elles étaient à 1 cm de plus décalées, ça marcherait pas moins bien, mais pour lui, c'est ça. Ouais, mais, Ouais. ouais. Mais Ouais. vu que lui, il associe ça. Ouais, c'est clair. Alors, deuxième C, la combativité. Une capacité à lutter, quelles que soient les circonstances, par les attitudes démontrées. Je veux tous les points comme si c'était des balles de match. Alors, comment ressentir ça?
comment j'ai fait pour essayer de mettre en place ça sur le terrain? Moi, je pars du principe qu'au tennis, on ne sait pas quand ça finit. Du coup, si je me dis, allez, je veux mettre en place un cycle de prépa mentale avec tel joueur sur la combativité, etc., je garde en tête que on ne sait pas quand c'est fini. Et c'est fini quand quoi? Quand le joueur, il a accompli sa mission, donc il a réussi à mettre en place tout ce qu'il voulait, et du coup, ça lui a permis de gagner. Mais le gain, c'est, à la limite, on s'en fout, c'est une conséquence. Et donc, j'aime bien les situations, par exemple, pédagogiques, où bah, ça va être fini à partir du moment où tu auras touché telle zone 4 fois de suite. Mais du coup, il n'y a pas d'aspect temporel, en fait. Ouais. Et c'est là où il faut être capable aussi de s'adapter en fonction d'une indiv, cours collectif, machin, etc. Et partir du principe et être rigoureux et être investi à fond, se dire, ça se trouve, ça prend 3 minutes, j'adapte, j'évolue, je continue. Ça se trouve, ça prend 45 minutes, mais c'est pas moi, entraîneur, qui vais lâcher, quoi. Ouais. Voilà. Et se dire que voilà. Mais après, par rapport à l'objectif qu'on va mettre en place en se disant qu'il faut toucher cette zone 4 fois de suite, etc., il faut que ce soit cohérent comme on a Réalisable. pu voir Ouais, en réalisable. formation par rapport à la difficulté, etc. Ouais, c'est clair. Dur mais atteignable, quoi. C'est Ouais, parce c'est que clair. sinon tu crées une démotivation et voilà. Et c'est là que la connaissance de ton joueur elle est délicate. On Mm. en parlera du coup après par rapport à la motivation, mais Mm. ça m'y fait penser donc j'en parle en anticipant. On verra après, mais à la limite, il faudrait que le joueur il dise, il place lui-même sa zone. Il dit Ouais. OK avec l'intention que tu as envie de faire. OK, moi je pense que dans cette zone je suis capable de le faire tant de fois. Boum, il le fait. On met en place la situation et puis après on adapte quoi. Mais là, comme ça, au moins, il est entièrement responsable. Vous, Ouais. c'est pas que vous vous déresponsabilisez, mais au moins, c'est lui et son objectif et on Ouais, au moins, il est l'accompagne acteur là-dessus. du truc, quoi. Il est acteur de Ouais. l'exercice, acteur de son parcours, acteur de son projet. Et c'est ce qu'on attend des joueurs quand on est sur du Mm. entraînement, quoi. Ouais. Voilà. Des Après, il y a enfants. d'autres facteurs sur lesquels tu peux jouer pour bosser un peu la combativité, mais j'en suis moins convaincu, mais je les partage quand même. Mm. C'est tout ce que tu peux faire sur utiliser les handicaps. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux dire, bon, bah Mm. voilà, toi, comme tu es en projet de service, tu pars à 0,30 à chaque fois. Donc le gars, il se bat, etc. Mais moi, mon avis perso, c'est moins pertinent parce qu'en fait, l'objectif d'entraînement, c'est de créer le climat compétitif. Et le climat compétitif, tu pars pas à 30-0, en fait, tu pars à 0-0 et puis tu rates 2 fois et après tu pars à 0,30. Mais bon, Et après, puis après, je suis pas c'est sûr que ça toujours soit dur. super. Je suis pas sûr que ça soit super intéressant en termes d'un point de vue confiance. Par exemple, Ouais. moi personnellement, si tu me mets déjà des handicaps, ça va me tuer. Alors Mm. qu'à l'inverse, à des gens, ça va les booster. Mais encore une fois, il faut connaître la personne qu'on a en face avec qui on Mm. entraîne. Parce que sinon, ça peut être compliqué. Euh, Si tu arrives sur un match, tu dis, ben, tu joues contre un mec, tu es trop fort, toi, et donc du coup, on te met un handicap, ben, tu dis, mais comment? Pourquoi tu m'embêtes? Tu vois, Mm. ça peut être perçu Donc comme c'est ça. intéressant là-dessus. Donc moi, voilà, vraiment ce que je voulais partager, ce qui a eu le plus d'impact positif, je trouve, c'est cet aspect jouer sur le temps, qu'il Ouais, n'y a pas de temps, en fait, et c'est une fois que telle tâche est accomplie, on passe à la suite, quoi. d'accord. Voilà, on la refait, etc. pour ancrer. Alors, concentration, pour moi, euh, c'est hyper important et c'est celle, on va dire, qui me parle le plus personnellement. Donc là, c'est vraiment écrit orienter et maintenir son attention en direction d'un objectif. Donc, se focaliser sur un objectif. Et après, souvent, ça s'arrête là. Mais après, il faut garder en tête que c'est en direction d'un objectif tout en résistant à la distraction. C'est-à-dire Mhm. que tu peux très bien te focaliser sur quelque chose, mais après, en théorie, notre capacité de concentration max à 100%, elle est de 2-3 minutes. Mhm. Du coup, il faut être capable d'après passer à autre chose pour la réactiver, etc., etc., etc. Et, euh, et du coup, on va avoir des billes, pardon, on va avoir des billes là-dessus. Alors, capacité à focaliser son attention sur un objectif précis. La concentration, en fait, tu la stimules tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais un échauffement avec une balle et puis que après tu fais un échauffement avec 2 balles, bah déjà en augmentant la complexité de la tâche, Mhm. tu, euh, tu augmentes la concentration. Si tu veux, par exemple, résister à la distraction, voir si ton joueur il est autonome sur sa gestuelle, etc. Le travail de la concentration, en fait, ça te permet, je pars un peu dans tous les sens, mais je me ressens, ça te permet de te rendre compte aussi des évolutions techniques de ton joueur. Mhm. C'est-à-dire que faire 2 choses en même temps, c'est possible que s'il y a une chose qui est automatisée. Si elle n'est pas automatisée, si elle te demande de l'effort, Mhm. et ben, du coup, l'autre chose va être moins bonne, moins bien faite. Ouais. Donc, si tu demandes à ton joueur, par exemple, tu fais une diagonale coup droit et pendant ce temps-là, moi, je suis à côté de toi et tu me racontes ce que tu as fait dans la journée, Mhm.
Du coup, là, tu vas voir en fait ce qu'il maîtrise le plus, quoi, Mm. entre guillemets. Donc, il y a cet aspect un peu créer de la distraction. Et un aspect hyper intéressant que j'ai vu récemment là sur la musicothérapie avec Alberto Castellani, un métronome, par exemple, que tu mets à 40 mesures, donc Mhm. 40 fois le son sur une minute, et les joueurs, ensemble, ils doivent frapper la balle au rythme du métronome, après Mm. plus ou moins vite. Et du coup, après, ils s'adaptent, ils se concentrent par rapport au son. Boum. Si ça va moins vite, eh ben, il faut qu'ils trouvent comment ils vont faire pour pouvoir avoir plus de temps entre les frappes. Bah, comment ils vont faire? Ils vont jouer plus haut, un Ouais. peu plus doucement, etc. Et du coup, ça va leur permettre aussi de voir, eux, ils sont capables de jouer à intensité max, par exemple, à un rythme de 38 frappes. Mm. Et puis, on sait que Nadal Federer, c'est 46 frappes. Et du coup, tu peux faire un petit jeu avec tes enfants. Tu dis, est-ce que vous voulez essayer de jouer à la vitesse de Federer et Nadal? Donc là, ouais, super et tout le monde a envie. Mm. Du coup, boum, tu mets les métronomes à 46. Et là, en fait, c'est pas possible parce que ça va trop vite. Ou alors, ils se disent, mince, attends, comment je peux faire pour réussir à atteindre 46? Ouais, petit à petit, il y en a qui avancent. Ou, voilà, pour essayer de les stimuler aussi Mm. par rapport à ça. Après, concentration, souvent, c'est prise d'infos sur l'œil. Ouais. Tu peux très bien demander, par exemple, juste avant la frappe, que l'autre il choisisse un côté ou l'autre Mm. pour se replacer. Donc, il crée volontairement un espace libre. Et du coup, l'autre, il est censé, en même temps que la frappe ou un peu avant la frappe, voir où est l'espace libre et après jouer dans l'espace libre. Voilà. Jouer dans différentes conditions. Le tennis, avant tout, c'est un sport d'extérieur. Donc, après, ça dépend de la région. Mais Ouais. il y a des régions, c'est que court couvert, que court extérieur, etc. Dès qu'on peut, je trouve, aller dehors, aller dedans, tout mélanger, c'est hyper important. Et, euh, et, et jouer sur la notion de temps, en fait. Ouais. Que plus tu auras moins tu auras de temps, plus tu auras besoin d'être focus rapidement sur le bon objectif, etc. Donc, Mm. jouer sur la notion de temps. Euh, si toi, entraîneur, tu es au filet, tu volais et lui, il fait sa répétition, bon, bah là, il est un peu pris par le temps et du coup, là, il faut vraiment Mm. qu'il soit actif derrière, quoi. Voilà. Après, il y a plein de routines, etc. Mais je garde toutes les routines concentration performance On mettra une vidéo dédiée. Ouais. pour la dernière. Ouais, ouais. Mm. Voilà. Alors, contrôle de soi, capacité à déceler et à gérer un état stress-anxiété. En théorie, stress-anxiété, c'est pas la même chose, mais c'est pas grave. Si Mm. on part du principe que stress, ça vient de stringere, ça veut dire mettre en tension. Donc, en Mm. fait, si je suis stressé, c'est-à-dire que je suis mis en tension. Et si je suis mis en tension, c'est tout simplement parce que j'ai une situation que je ne contrôle pas. Mm. Et souvent, la situation que je ne contrôle pas, c'est aussi parce qu'elle est inconnue. Mm. Voilà. Et du coup, à partir de là, c'est aussi l'idée des routines, etc. Sur ce que je disais tout à l'heure, l'échauffement, le plat de pâtes, enfin, réussir à me raccrocher un peu à droite à gauche pour éviter toutes ces situations inconnues. Deux types de respiration que je voulais montrer là pour gérer l'état d'anxiété ou d'activation. Euh, et après, on en parlera après, mais déjà par rapport à cette notion de stress, il faut être capable de savoir qu'on est stressé. Bon, pour faire simple, savoir qu'on est stressé, ça, c'est augmentation du rythme de fréquence cardiaque. Mm. C'est une tension permanente qui fait qu'il y a une baisse de la longueur de balle, qu'il y a un changement en fait tactique de votre joueur. Donc ça veut dire qu'imaginons, il avait bien son schéma en place, il jouait revers non-stop, et puis là, on ne sait pas pourquoi, mais à 6-2-3-1, l'autre, il fait que des coups droits. Donc ça, c'est-à-dire, voilà. Un changement de comportement visible. Vous pouvez mesurer le temps, par exemple, entre les points. Donc votre joueur, il prenait 23 secondes entre les points, et puis là, maintenant, il en prend 9 secondes. Votre Ouais. joueur, il s'asseyait au changement de côté, il s'assoit plus au changement de côté. Voilà. Un changement d'état qui est quand même sensible. Et sinon, pour lui-même, augmentation de la fréquence cardiaque, on entend son cœur, une sudation un peu prononcée, il peut y avoir les mains qui tremblent. Après, surtout, c'est des fois une perte de lucidité, quoi. Vous voyez que votre joueur, c'est un bourrin, entre guillemets, et puis là, 2 fois de suite, il tente amorti et qu'elle rebondit derrière le carré. On sait que déjà, il y a quelque chose Ouais. qui nous échappe, quoi. Une petite respiration relaxante au changement de côté pour essayer de faire baisser au maximum la fréquence cardiaque. Pour faire le plus simple possible, c'est tout simplement réussir à avoir une expiration bien plus longue qu'une inspiration. Mm. Basta. Et après, si on sent qu'au contraire, on est un peu mou et qu'on a besoin d'être activé parce qu'il est 8h38 du matin et qu'il y a 3-0 pour l'autre en match par équipe et c'est gâché au départ, on a senti
qui avait du coup un besoin un peu d'activation. Justement, elle a une respiration dynamisante. Tu fais une inspiration brève avec une expiration, enfin une inspiration longue avec une expiration, pardon, brève et intense pour essayer du coup de stimuler. Tu peux crier un peu à la frappe ou mettre en tension, courir un peu plus, etc. pour essayer de réveiller complètement le corps.